Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire qui sera présenté par Christophe Thibon, que je vais présenter dans un instant. Juste avant, je fais un très rapide mot de moins de 1 minute sur kinésithérapie respiratoire, qui est en fait un groupe de travail de la Société de pneumologie des langues françaises. Le but de kinésithérapie respiratoire de ce groupe-là, c'est de faire évoluer du coup sa spécialité, principalement dans le monde francophone, et de fédérer les kinésithérapeutes spécialisés dans ce domaine. Et donc, il faut savoir que le groupe de travail en kinésithérapie respiratoire a été créé en 2005 et il compte actuellement une vingtaine de membres composés de kinésithérapeutes salariés et libéraux de France, Belgique et de Suisse. Et on se réunit en général 2 fois par an, dont une fois à l'occasion du congrès de pneumologie de langue française qui aura lieu fin du mois de janvier. Et donc, on organise des ateliers sur les thèmes en lien avec la pneumologie, dont l'une s'inscrit en général dans le fil rouge du congrès et l'autre sur un thème d'actualité en pneumokinésithérapie. Donc voilà, l'objectif de kinésithérapie respiratoire, c'est d'essayer de diffuser un petit peu de la connaissance et de créer des liens. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Si vous êtes un petit peu intéressé, mais que vous êtes un peu isolé, surtout n'hésitez pas à envoyer un mail soit au coordinateur qui est Marc Beaumont, soit à moi directement, et alors je ferai le lien avec grand plaisir. Mais voilà, vous n'êtes pas là pour entendre une présentation sur kinésithérapie respiratoire, vous êtes là pour entendre la présentation de Christophe Thibon. Et donc, je vais lui laisser la main dans quelques secondes. Juste, je vais le présenter un tout petit peu. Donc, Christophe, il est diplômé depuis 2020 à l'Institut de formation de massokinésithérapie de Berck-sur-Mer. Ça s'invente pas. Il a complété son diplôme par un master d'ingénierie de la santé en Recherche et comme il est passionné par la kinésithérapie respiratoire, il s'est rapproché de la Belgique et en particulier de Bruxelles, puisque maintenant il travaille aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles et fait aujourd'hui partie de l'équipe de kinésithérapie respiratoire des cliniques et il a entamé un parcours doctoral sur le thème des thérapies inhalées et donc je pense que c'est l'homme de la situation pour nous parler de la nébulisation et des risques d'infection, sachant qu'il a déjà mené des études dessus et il a publié son premier article dans ce domaine il y a quelques mois. Merci William pour cette présentation et pour m'avoir invité et proposé de parler de ce sujet. Donc, la nébulisation et le risque d'infection, existe-t-il des risques et s'ils existent, comment peut-on les prévenir et les limiter? Alors, je me permets de vous faire un bref petit rappel sur la nébulisation. La nébulisation, c'est une des manières de délivrer une aérosol thérapie. Et l'aérosol thérapie, c'est le fait de transformer un médicament en une suspension, en un nuage de particules que le patient va pouvoir inhaler pour aller traiter directement la zone ciblée. Il existe 3 types de nébuliseurs que vous pouvez voir sur la dia. De gauche à droite, un nébuliseur à air comprimé qui va utiliser donc l'air comprimé et un système mécanique pour transformer le médicament liquide en nuage gazeux que le patient va pouvoir inspirer. Le nébuliseur à ultrasons, donc là ce sont des ultrasons qui vont nébuliser le produit. Et tout à droite, le nébuliseur à tamis ou à membrane vibrante, c'est donc une petite membrane qui est percée et qui va vibrer, qui va permettre de générer la nébulisation. Dans tous les cas, le mécanisme est différent, mais le but est le même, créer des particules qui soient stables sous forme aéroportée. Ce n'est pas la seule manière de générer, de délivrer l'aérosol thérapie. Il existe d'autres devices qui permettent de générer des suspensions de particules, mais qui n'utilisent pas la même mécanique de nébulisation. C'est donc pas le sujet du jour. Donc, 3 types de nébuliseurs. Le plus souvent, c'est des nébuliseurs à air comprimé, en tout cas en milieu hospitalier, mais c'est toujours à peu près la même histoire. On a un embout buccal ou un masque, selon l'interface que l'on choisit, et surtout une cuve de nébulisation où va se passer la nébulisation, une pièce en T, et un tuyau qui permet de faire entrer et sortir l'air. Donc, on met le médicament dans la cuve de nébulisation, on allume le mécanisme quel qu'il soit, et ça va transformer ce médicament liquide en particules qui vont pouvoir être inhalées par le patient et aller traiter directement la zone voulue. Ce mécanisme, la nébulisation, est extrêmement répandu, on l'utilise beaucoup, et j'ai été assez surpris de voir dans la littérature qu'il existe une littérature très dense pour l'utilisation de la nébulisation
en médecine vétérinaire, on apprend qu'on peut traiter l'équivalent de la BPCO chez les chiens et de l'asthme chez le cheval. Mais comme je pense qu'il y a peu de vétérinaires parmi nous, on va plutôt parler de son utilisation chez l'humain. Donc, l'intérêt, c'est toujours de transformer un médicament liquide sous forme de particules qui vont être inhalées pour aller cibler et traiter directement des zones cibles. Ça peut être des zones cibles plutôt ORL. C'est rarement le cas pour nos patients en kiné respiratoire. Nous, on va plutôt cibler avec ces médicaments la trachée, les bronches ou des zones plus distales, les petites bronchioles et les alvéoles. On va nébuliser énormément de médicaments. Globalement, très souvent, ce sont des bronchodilatateurs, des corticoïdes, des mucolytiques, des antibiotiques, beaucoup, des sérums physiologiques et tout un ensemble de médicaments. Chez qui? Eh bien, chez quasiment tous les patients. Les patients atteints de mucoviscidose, les asthmatiques et les patients atteints de BPCO sont vraiment le fond de commerce de la nébulisation. Mais tout patient avec un bronchospasme pour une raison X ou Y, les enfants avec bronchiolite, même si ça fait des bas, les hypertensions pulmonaires, enfin, la cible est très grande. On l'utilise même encore pour des avancées médicales, on l'étudie en tout cas pour des traitements prophylactiques. On l'a étudié, par exemple, l'utilisation d'héparine nébulisée pour prévenir le Covid. Ce n'a pas trop l'air de marcher. On s'en sert, on l'étudie comme vecteur pour la thérapie génique, pour des vaccins. Bref, c'est une technologie qui est extrêmement utilisée aujourd'hui, extrêmement étudiée, parce que c'est un formidable moyen de venir délivrer un médicament pour l'envoyer précisément là où on veut, dans le système respiratoire. Et c'est ce qui fait sa force, qui peut potentiellement faire sa faiblesse. Le fait d'envoyer l'aérosol directement dans les poumons, eh bien, risque de créer une voie d'entrée si jamais l'aérosol que l'on génère avec le nébuliseur est contaminé. Donc, il y a un risque. Le risque de contamination des nébuliseurs, dans la littérature, c'est quelque chose que l'on connaît très bien. Et quel est-il ce risque? Si jamais, donc on le disait, le nébuliseur, on met le médicament, si le nébuliseur est contaminé, est-ce que l'aérosol qui est généré est contaminé? Et est-ce que si cet aérosol est contaminé, mon patient risque d'être contaminé? On va voir ça. Mais donc, je le disais, les nébuliseurs contaminés, c'est quelque chose que l'on connaît très bien dans la littérature, à commencer par les patients atteints de mucoviscidose. Là, je vous montre un article qui date de 2020 comme exemple, mais premier article qui parle de nébuliseurs contaminés chez un patient de mucoviscidose, il me semble que c'est 1969, j'ai vérifié tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose que l'on connaît très bien. Dans cet article, ils ont récupéré des nébuliseurs sur 60 enfants atteints de mucoviscidose. Ils ont effectué des prélèvements sur le nébuliseur et sur les patients, et ils se sont rendus compte que 70% des nébuliseurs qu'ils avaient récupérés étaient contaminés par au moins un des pathogènes présents sur la droite, et encore la liste n'est pas exhaustive. Ce sont donc des pathogènes qui sont contaminants, mais qui peuvent rendre malades, pathogènes. Donc 70% contaminés, et on se rend compte que tous les patients qui utilisaient des nébuliseurs contaminés ne sont pas contaminés. Par exemple, sur la colonne de gauche, avec le Pseudomonas, qui est un pathogène que l'on retrouve souvent lorsque le nébuliseur est contaminé, on voit que 19 des 61 nébuliseurs plutôt étaient contaminés, mais les 19 sujets qui utilisaient ces nébuliseurs, eh bien 16 seulement étaient contaminés. Donc 3 personnes non contaminées au Pseudomonas utilisaient un nébuliseur contaminé. Pareil pour les coagulases et pour le Staphylococcus aureus. On avait là 11 nébuliseurs contaminés par des coagulases, et un seul des 11 sujets qui utilisaient ces nébuliseurs était contaminé. Pareil pour le Staphylococcus aureus. C'est un problème parce que ça veut dire que, alors on a souvent des nébuliseurs qui sont contaminés parce que le patient est contaminé. Un patient contaminé utilise un nébuliseur, il risque de le contaminer. Par contre, si un nébuliseur est contaminé par un pathogène dont le patient n'est pas porteur, ça veut dire que le nébuliseur a été contaminé par l'environnement, par une tierce personne, et ce nébuliseur contaminé pourrait contaminer le patient. Donc, c'est preuve d'un problème. Dans cette étude, ils se sont également intéressés aux habitudes d'entretien du nébuliseur, et ils se sont rendus compte que quand les sujets effectuaient le lavage, quand ils le faisaient en tout cas, les étapes étaient bien suivies. Et c'est pas une surprise que c'est une étude qui date de 2020. Je vous disais, les premières études qui parlaient de ces contaminations chez les patients atteints de mucoviscidose datent d'il y a plus de 40 ans. Et donc, on sait que les patients atteints de mucoviscidose ont des nébuliseurs qui sont contaminés, on sait que c'est un problème. Donc, en général, pour ce type de patients, il y a une bonne éducation thérapeutique. Quoique,
même en 2020, on se rend compte que 51% des sujets effectuent un nettoyage après chaque utilisation, alors que ça fait déjà au moins depuis 2013 que c'est dans les guidelines de dire qu'il faut laver le nébuliseur après chaque utilisation. 46% des sujets désinfectent le nébulizeur après chaque lavage, donc après chaque utilisation. Ça, c'est des guidelines plus récentes, mais maintenant, on dit qu'il faut désinfecter le nébuliseur après chaque utilisation également, au moins chez les patients atteints de mucoviscidose. 87% utilisent des séchages à l'air libre. C'est pas mal, mais donc il y a plus de 20% qui fait autrement, et c'est pas ce qui est recommandé. Donc, les patients mucoviscidose ont des nébuliseurs contaminés. Les patients BPCO utilisent beaucoup la nébulisation aussi. Dans cette étude de 2014, ils ont fait à peu près la même chose. Ils ont récupéré 44 nébuliseurs qui étaient utilisés par des patients atteints de BPCO à domicile, et 30% d'entre eux étaient contaminés par, donc on a la liste des pathogènes en dessous, qui n'est encore une fois pas exhaustive, mais on retrouvera toujours à peu près les mêmes. Vous verrez Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, et souvent des coagulases, là je ne suis pas sûr. Et bref, c'est à peu près toujours les mêmes coupables. Et dans cette étude, donc, on peut voir également que à peu près toutes les pièces sont contaminées, l'embout buccal ou le masque. Ce qui paraît assez logique, c'est la partie qui est au contact du patient, la chambre de nébulisation et les tubes plastiques qui composent également le nébuliseur. Et on peut voir sur ces colonnes, donc contamination avant lavage, contamination après lavage pour le masque et pour la chambre de nébulisation. On peut voir qu'après le lavage, eh bien, la concentration des contaminants avait diminué. En tout cas, il y avait moins de nébuliseurs qui étaient contaminés, ce qui paraît logique. On a effectué un nettoyage, et en même temps, on n'a pas atteint 0 nébuliseur contaminé, ce qui laisse penser qu'il y a peut-être un manque de suivi des consignes d'entretien dans cette population. Et en effet, c'est ce qu'ils retrouvent dans leur enquête sur les habitudes d'entretien des nébuliseurs. Sur les 44 patients qui utilisaient ces nébuliseurs, 7% seulement lavent le nébuliseur après chaque utilisation, alors que c'est les recommandations. 16% le lavent une fois par jour, qui n'est pas pire, mais près de 60% le lavent uniquement de temps en temps, et quasiment 20% ne l'ont jamais lavé. Donc, c'est un problème. Là, on a une deuxième étude où ils ont fait encore une fois la même chose, mais avec des patients BPCO ou des patients atteints de pneumonie qui étaient hospitalisés. Donc, ils ont prélevé les nébuliseurs, ils ont fait les analyses, ils ont retrouvé à peu près les mêmes germes que l'on retrouve partout, sur toutes les pièces, l'embout buccal, la pièce santé, la medicine cup, c'est la chambre de nébulisation, et sur les tubes, ils retrouvent encore des contaminants. Par contre, là, ils ont fait les tests après 24 heures d'utilisation ou après 48 heures. En gris, ici, vous voyez donc la concentration des contaminants sur les différentes pièces après 24 heures. En blanc, on voit la concentration des contaminants après 48 heures. Et c'est intéressant parce qu'on voit que en doublant la durée d'utilisation, eh bien on augmente de beaucoup les contaminants. Donc ça nous laisse penser qu'en augmentant le temps d'utilisation de nébuliseurs sans nettoyer, en augmentant la récurrence des traitements sans nettoyer le nébuliseur, eh bien on va augmenter la concentration des pathogènes, donc augmenter le risque de transmission de ce pathogène. Et je vous avais dit mucoviscidose, BPCO et les asthmatiques sont le fond de commerce, donc on trouve des articles pareils pour les asthmatiques. Même idée de l'article, on a récupéré le nébuliseur de 39 enfants asthmatiques, et sur ces 39 nébuliseurs, on retrouve 67% de ces nébuliseurs qui ont des pathogènes dans la cuve de nébulisation, 62% sur le masque et 46% sur le filtre. C'était dans cette étude des nébuliseurs qui étaient équipés d'un filtre sur la fuite expiratoire, donc on voit que ceux-là sont également contaminés. Dans cette étude, ils se sont également intéressés aux habitudes d'entretien du nébuliseur. Donc, je rappelle que là, ce sont des enfants asthmatiques, donc plutôt les habitudes d'entretien des parents. Et là, on constate qu'il y a seulement 21% des parents qui ont reçu des instructions de nettoyage, ce qui nous laisse penser, nous kinés, qu'on peut avoir un rôle et qu'il est nécessaire de faire mieux et d'expliquer, de faire de l'éducation thérapeutique aux parents, l'expliquer pourquoi c'est important de réaliser un entretien correct de ce nébuliseur et comment le faire. 49% nettoient le nébuliseur après chaque usage, bon, c'est peu. 70% quasiment utilisent de l'eau, mais que 31% y rajoutent du savon. On en reparlera tout à l'heure, mais rincer uniquement le nébuliseur ne sert à rien, on ne nettoie pas le nébuliseur. 5% seulement sèchent le nébuliseur avant de le ranger, ce qui est un problème. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Et 31% partagent le nébuliseur avec un autre membre de la famille.
Ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas à faire. Vous comprenez bien que ça augmente, ça décuple le risque de contamination croisée entre les membres de la famille. Et si plusieurs enfants, plusieurs membres de la famille sont asthmatiques, il est important d'avoir un nébuliseur par personne. Ça paraît quand même primordial. Cette nouvelle étude qui date quand même de 2005 s'est intéressée également à la contamination des nébuliseurs chez les enfants asthmatiques, mais cette fois-ci, contamination par des allergènes, et quasiment 30% des nébuliseurs examinés étaient contaminés par au moins un allergène. Donc là, on est sûr que c'est pas l'enfant qui a contaminé le nébuliseur, hein, c'est un allergène, ça vient de l'environnement. Et vous comprenez que c'est quand même très problématique parce que si l'aérosol qui est inhalé par le petit enfant asthmatique est contaminé par un allergène, et cet aérosol qui va directement dans ses poumons, eh bien ça pose un sérieux problème. Dans cette étude, il recommande pour éviter, pour diminuer l'exposition du nébuliseur aux pathogènes ou aux allergènes, de stocker le nébuliseur dans un petit sac plastique scellé, type sac de congélation. Et on verra que ça peut être un problème pour l'hygiène. En tout cas, c'est pas dans les recommandations de stockage pour rester dans la sécurité de diminution de risque de contamination du nébuliseur. On a montré que les nébuliseurs sont assez souvent contaminés, on a l'impression très souvent, mais voilà. Et alors, que se passe-t-il? Cela engendre-t-il forcément un risque? Est-ce que s'il y a une contamination du nébuliseur, il y a forcément une contamination de l'aérosol qui s'en dégage? Et s'il y a une contamination de cet aérosol, est-ce qu'il y a forcément une contamination du patient? Pour répondre à cette question, on a ce très bel article de 2022 de l'équipe de Harris, où ils se sont posé cette question, et pour essayer d'y répondre, ils ont volontairement contaminé la cuve d'un nébuliseur, puis ils ont rempli ce nébuliseur avec un médicament, effectué une nébulisation, et face au nébuliseur, il y avait donc ce filtre qui permettait de capter tout l'aérosol, et donc on pouvait déterminer si cet aérosol était contaminé. Et on a vu, avec tous les pathogènes qu'ils ont utilisés, que lors de la nébulisation, les pathogènes qui étaient sur la paroi de la chambre de nébulisation vont intégrer la solution et vont être aérosolisés avec le reste du médicament, engendrant ainsi un aérosol qui est contaminé par les pathogènes. Ils ont fait ça avec tout un ensemble de pathogènes, notamment le Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Staph aureus et Staphylococcus epidermidis, qui sont quand même les pathogènes qui sont le plus souvent retrouvés sur les nébuliseurs qui sont contaminés. Donc, oui, un nébuliseur contaminé peut créer un aérosol qui soit contaminé. D'ailleurs, il note que un aérosol humide, stocké en zone humide et qui reste humide, engendrera un aérosol qui est encore plus contaminé. Ça, c'est intéressant à garder dans un coin de notre tête pour quand tout à l'heure je vous parlerai du protocole de nettoyage et surtout du coup de séchage des nébuliseurs. Un nébuliseur contaminé engendre un aérosol contaminé, mais est-ce que ça peut contaminer le patient? Eh bien, la littérature n'est pas sûre et certaine sur cette question. On commence par cet article de 1996 dans lequel un hôpital a constaté une petite contamination de Pseudomonas parmi ses patients. 21 patients contaminés par un Pseudomonas aeruginosa. Et dans leur recherche, ils n'ont trouvé comme source que 4 nébuliseurs qui étaient contaminés par les Pseudomonas. C'était des nébuliseurs qui étaient partagés par plusieurs patients, théoriquement nettoyés, j'imagine, et les souches de Pseudomonas qui étaient différentes sur le nébulizeur concordaient avec les souches dont étaient infectés les patients. Donc, ils ont conclu que cette épidémie de Pseudomonas était due aux nébuliseurs et que les nébuliseurs contaminés avaient contaminé les patients. De notre côté, on a cette étude plus récente qui a souhaité chercher s'il y avait une corrélation entre les contaminations des nébuliseurs et les contaminations des patients qui utilisent ces nébuliseurs. Et ils n'ont pas trouvé de corrélation, en tout cas statistiquement significative entre les deux. Ce qui signifie qu'il y avait assez souvent des patients qui étaient contaminés avec un pathogène alors que leur nébuliseur n'était pas contaminé, et vice-versa, des patients qui n'étaient pas contaminés par un pathogène alors que leur nébuliseur était contaminé. Et donc, s'ils n'ont pas su trouver de corrélation, ils n'ont pas pu conclure qu'il y avait vraiment un risque de contamination du patient si le nébuliseur est contaminé. Enfin, si on revient sur les 2 premiers articles que je vous ai présentés sur la contamination des nébuliseurs chez les patients mucoviscidose et chez les patients BPCO, eh bien, dans les 2 études, on retrouve un risque d'exacerbation plus grand dans le groupe de patients dont le nébuliseur n'était pas propre, était contaminé, par rapport aux patients dont le nébuliseur était propre.
Ceci dit, c'est compliqué de dire si c'est vraiment parce que les patients ont utilisé un nébuliseur qui était contaminé, qu'ils ont été contaminés et qui donc ils ont fait plus d'exacerbations. Bien souvent, si le nébuliseur est contaminé, c'est parce que le patient lui-même est contaminé. Et les patients contaminés par ce genre de pathogènes développent plus souvent des exacerbations. Donc, c'est pas vraiment une preuve directe. Donc, pas une preuve directe. La littérature n'est pas sûre et certaine de savoir si on peut contaminer nos patients, mais dans tous les cas, il y a un risque qui est évident. Et donc, il faut entretenir les nébuliseurs pour diminuer le risque de contamination. Pour ça, il y a tout un ensemble de guidelines qui sont publiés souvent par des sociétés savantes spécialisées en mucoviscidose. Très souvent mucoviscidose, très peu pour BBC et OIASM, mais bon, on peut quand même les suivre, c'est les mêmes nébuliseurs. Ce sont souvent des guidelines qui datent de 2013 et qui n'ont pas forcément été très actualisées et qui sont pas toujours d'accord les unes avec les autres. J'ai donc refait une revue littérature et j'ai trouvé, entre autres, si vous voulez pousser plus loin, cette revue de 2020 qui est ici, qui est pas mal et qui reprend tout. On va revoir tout ça en détail après, et qui a été créée qui a été faite par le groupe d'Irlande du Nord de travail sur la nébulisation et l'hygiène chez les patients mucoviscideuses. Ils ont fait cette revue, 2 articles très intéressants, et ils ont créé notamment 2 vidéos disponibles sur YouTube, dont vous avez les liens ici, une pour adultes, une pour enfants, expliquant l'intérêt, l'importance d'entretenir et de nettoyer les nébuliseurs, et ça pour adultes et pour enfants, et comme c'est la petite icône que vous voyez à gauche, c'est quand même pas mal bien fait pour les enfants. La Cystic Fibrosis Foundation, qui elle aussi propose des guidelines, propose tout un ensemble de vidéos. Ils ont une chaîne YouTube qui est très fournie et ils proposent notamment une vidéo sur l'entretien du nébuliseur qui dure une dizaine de minutes et qui est très bien faite et qui reprend très bien tout ça, plutôt à destiner des adultes cette fois-ci. Donc, il faut nettoyer nos nébuliseurs. Que dit la littérature là-dessus? Elle dit qu'il faut commencer toujours par se laver les mains. Des études ont montré, par exemple pour le Staphylococcus aureus, qu'il y a un transfert assez facile entre les surfaces et la main et la surface. Si vous allez à la chambre d'un patient, que vous touchez la poignée de la porte qui est contaminée, votre main est contaminée, vous touchez le nébuliseur derrière, vous contaminez le nébuliseur et donc potentiellement le patient. Donc, on se lave les mains avec du savon et de la solution hydroalcoolique, et les recommandations recommandent aussi le port de gants pour le personnel soignant. Ça, c'est la première chose à faire avant de faire une nébulisation, si c'est vous qui préparez le produit, si c'est vous qui allez tendre le nébuliseur au patient, mais également à faire avant de nettoyer le nébuliseur. Justement, quand doit-on nettoyer le nébuliseur? Eh bien, la dernière littérature recommande de laver et désinfecter le nébuliseur après chaque usage. Il recommande également de désinfecter le nébuliseur avant usage s'il n'a pas été utilisé pendant 24 heures ou plus. Il y a plusieurs recommandations, notamment la Cystic Fibrosis Foundation, qui recommande de laver à chaque usage, mais de désinfecter une fois par jour. Des recommandations plus récentes recommandent de laver et désinfecter tous les jours. En tout cas, c'est la recommandation pour les patients atteints de mucoviscidose, mais il n'y a pas vraiment pour les autres pathologies. À l'hôpital, on utilise souvent des nébuliseurs jetables. Qu'en est-il? Eh bien, certains disent qu'il faut utiliser le nébuliseur jetable une fois et le jeter. Il y a beaucoup plus de littérature qui disent qu'on peut l'utiliser jusqu'à 24 heures sans risque, et des littératures plus récentes qui disent qu'on peut tirer jusqu'à 72 heures. Mais dans ce cas-là, il faut alors rincer à l'eau stérile le nébuliseur et désinfecter avec une lingette nettoyante désinfectante le masque ou l'embout buccal et tout ce qui peut être désinfecté. Dans tous les cas, ces nébuliseurs ne doivent pas être désinfectés avec des sources de chaleur ou des sources chimiques, comme on va en parler après. Ce sont des nébuliseurs qui ne sont pas faits pour ça et qui risquent d'être endommagés et donc ne plus être utilisables. Où nettoyer le nébuliseur? Voilà une photo que j'ai souvent vue à l'hôpital et que j'ai moi-même commise. J'ai nettoyé le nébuliseur qui était sale. Je l'ai donc lavé dans l'évier du lavabo, l'évier de la salle de bain de la chambre d'hôpital. Puis j'ai pris un papier essorant et j'ai posé les différents composants sur le papier essorant pour le laisser sécher. Et en fait, c'est une très fausse bonne idée, car on retrouve de manière assez fréquente dans les systèmes et dans les systèmes d'eau d'hôpital et dans les canalisations des contaminations aux pseudomonas, à différents staphylocoques, aux mycobactéries. On le retrouve très souvent
On le retrouve assez souvent donc dans les hôpitaux, mais également à la maison, dans les circuits d'eau de la ville, dans les canalisations de ville également. Donc, on ne lave pas le nébuliseur dans l'évier et on ne le laisse pas sécher à côté parce qu'en tombant, l'eau peut éclabousser le nébuliseur que vous avez lavé et donc venir le contaminer. En fait, de manière générale, il vaut mieux éviter la salle de bain. Par exemple, dans cette photo d'une salle de bain d'hôpital, eh bien, des études ont reporté très souvent des contaminations du distributeur à savon, du distributeur de papier pour se sécher les mains, des toilettes. Et alors, on sait que si les toilettes sont contaminées par un pathogène, lorsqu'on va tirer la chasse, il y a un risque important d'aérosolisation de ce pathogène dans l'environnement, pathogène qui peut rester plus ou moins longtemps en suspension dans l'air et ensuite retomber sur les surfaces, contaminer les surfaces. Et si vous avez laissé votre nébuliseur sécher sur une tablette dans la salle de bain, il sera contaminé par ces pathogènes qui vont retomber. Donc, mauvaise idée. On ne lave pas le nébuliseur dans l'évier, que ce soit la cuisine ou la salle de bain, c'est le même combat. On ne lave pas le nébuliseur à côté de l'évier, on le laisse pas à côté de l'évier non plus. Et alors, on ne lave pas le nébuliseur dans le lave-vaisselle. Ça a été pendant un moment dans certaines recommandations. C'est, paraît-il, toujours sur certaines notices de constructeurs. Ça paraissait une bonne idée parce que détergent et haute chaleur, mais en fait, il y a pléthore d'études qui ont montré depuis que c'était un milieu parfait pour le développement de tout type de bactéries. Donc, il est préférable de ne pas laver son nébuliseur dans une machine à laver, enfin dans un lave-vaisselle. Donc, en pratique, si je veux laver mon nébuliseur, il me faut commencer par le désassembler. Plus on va le désassembler en pièces détachées, plus le savon pourra atteindre les petits recoins et on s'assurera que tout sera lavé. On le désassemble. On utilise donc, vu qu'on a dit pas dans l'évier, un bassin jetable ou stérilisable à l'hôpital. Et à la maison, on peut prendre un bassin qui sera dédié, qui ne va être utilisé que pour ça. Et on l'utilise et juste après, on le rince, on le lave et on le sèche tout de suite. On utilise de l'eau chaude et de préférence en bouteille ou stérile. Je vous le disais tout à l'heure, l'eau du robinet est parfois contaminée à l'hôpital, parfois contaminée même à la maison. Donc, on ne peut pas laver un nébuliseur avec de l'eau contaminée. Mais si vous suivez les guidelines et qu'après avoir lavé votre nébuliseur, vous le désinfectez, en fait, il n'y a pas forcément de risque. Si l'eau était contaminée, de toute façon, derrière, on va le stériliser. Si vous allez juste laver le nébuliseur, il vaut mieux utiliser de l'eau en bouteille que de l'eau stérile. Au pire du pire, il est quand même moins pire de laver le nébuliseur avec de l'eau du robinet et du savon, et après le rincer avec de l'eau stérile. Qu'est-ce qu'on met comme savon? Eh bien, en fait, on met un peu ce qu'on veut. Du détergent à vaisselle, ça fonctionne très bien, d'après la littérature. À l'hôpital, évitez de prendre le savon du distributeur de savon à main, parce qu'on a vu qu'il était parfois contaminé. Ça serait dommage. Et une autre fausse bonne idée, on n'utilise pas de brosse, parce que la brosse traîne partout et c'est un nid à bactéries, elle sèche très mal, c'est un nid à bactéries. Et en plus, elle risque d'endommager le système et de le rendre moins performant, ce qui n'est pas le but. Une fois que j'ai lavé le nébuliseur, si on suit les dernières recommandations, alors on va le désinfecter. Pour le désinfecter, il y a tout un ensemble de méthodes, des méthodes chimiques qui sont ici sur la première ligne, qui ont tous leurs avantages et qui ont malheureusement tous leurs désavantages. Il y en a certaines qui vont perdre en efficacité dans le temps, il y en a certaines qui ne sont pas efficaces contre tous les pathogènes, donc c'est pas l'idéal. La désinfection à la chaleur, c'est pas mal. Bon, on retrouve encore le lave-vaisselle, mais on a dit tout à l'heure que c'était une mauvaise idée. L'eau bouillante, le nébuliseur dans l'eau bouillante, ça tue tous les germes, on est sûr. La stérilisation par autoclave, ben oui, ça c'est super, mais il faut être à l'hôpital, donc ça se fait pas à la maison. Et puis même à l'hôpital, c'est compliqué de stériliser le nébuliseur après chaque utilisation dans une autoclave. La vapeur fonctionne très bien. Donc, en fait, il est même recommandé maintenant d'utiliser la désinfection par vapeur avec un stérilisateur de biberon. C'est super parce que c'est très efficace, c'est facilement faisable. Vous mettez le nébuliseur en pièces détachées dans le stérilisateur, vous appuyez sur le bouton, vous partez, c'est fini. Et en plus, ça permet de sauter les 2 étapes d'après. Les 2 étapes d'après, c'est rincer le nébuliseur, et sécher le nébuliseur. Ce sont 2 étapes qui sont source de contamination. Et si vous faites la désinfection avec un stérilisateur à vapeur, comme celui qui est sur l'image, eh bien, vous mettez le nébuliseur à l'intérieur, vous lancez le processus de stérilisation et vous partez, c'est fini, et vous le laissez ensuite sécher dans le stérilisateur. Il y a des stérilisateurs qui ont des options séchage.
pas tous. C'est mieux d'avoir l'option séchage, au moins on sèche le nébuliseur. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. De toute façon, vous le laissez dans le bac de désinfection qui a été désinfecté en même temps. Donc ça serait l'idéal. Si vous utilisez l'eau bouillante ou même si vous utilisez les techniques chimiques, avec les techniques chimiques, il va falloir rincer le nébuliseur avec de l'eau stérile, parce que si vous utilisez l'eau du robinet, vous risquez de le recontaminer. Alors on va rincer le nébuliseur avec de l'eau stérile, et après, il va falloir le sécher. Le ranger non séché ou se contenter de secouer vaguement le nébuliseur pour enlever le surplus d'eau, c'est une mauvaise idée parce que l'humidité va créer un terrain propice au développement des pathogènes. Donc il faut sécher le nébuliseur. On peut le sécher avec un papier absorbant jetable, à condition qu'il ne soit pas contaminé, parce que s'il est contaminé, on va recontaminer le nébuliseur. S'il n'est pas contaminé, ça permet quand même bien de limiter la contamination, mais il y a quand même un risque d'endommager le système, et ça ne permet jamais de sécher à 100% le nébuliseur, donc pour ça que la diminution de la contamination n'est pas à 100%. Le mieux étant donc de laisser sécher les différentes parties en pièces détachées à l'air libre sur un papier absorbant, mais même ça, c'est pas complètement efficace contre les mycobactéries et contre certains staphylocoques. Donc, en fait, si on a la possibilité d'utiliser un stérilisateur vapeur, ça permet d'enlever les étapes de la fin qui sont compliquées, qui sont lourdes et qui rallongent le processus qui est déjà compliqué. Donc, c'est pour ça que l'équipe de Bell, en 2020, vous l'a revu, recommandait carrément de faire que ça. Donc, en bref, si on suit bien les guidelines, après chaque usage, on doit démonter le nébuliseur, enlever les éventuelles salissures, comme de la salive, par exemple, sur le masque ou sur l'embout buccal, avec un papier jetable. On lave les pièces détachables dans de l'eau savonneuse, et pas dans l'évier. On désinfecte les pièces détachées, de préférence à la vapeur. Si on le fait à la vapeur, on laisse tout dans le bac jusqu'au prochain usage. Si on a utilisé une désinfection chimique, alors on rince à l'eau stérile et on fait sécher à l'air. Et donc ça, c'est les guidelines recommandées, récentes pour la mucoviscidose. Donc, il est, je pense, recommandé de le faire pour la mucoviscidose. Après, on peut en discuter pour les autres pathologies comme la BPCO ou les asthmatiques, qui sont quand même moins à risque de s'infecter et moins à risque de faire des complications. Mais il n'y a pas de guidelines officielles pour ces patients pour l'instant. Et donc, je pense que dans cette partie de désinfection, le rôle du kiné est primordial. Je pense qu'on a toute notre importance pour apprendre aux patients comment faire et vérifier que c'est bien fait, aux patients, à son entourage et aux autres thérapeutes si c'est nécessaire. Dans l'étude que je cite en bas de Zwana en 2014, ils ont bien montré qu'en mettant en place une bonne éducation thérapeutique sur le sujet, on peut drastiquement diminuer le risque de contamination du nébuliseur. Voilà donc pour le risque de contamination du nébuliseur et donc du patient. Je vais passer maintenant à la deuxième partie qui est le risque de contamination de l'environnement cette fois-ci. Comme je vous le disais au début, on met le produit dans la cuve de nébulisation, on allume le mécanisme, aérosol, le patient inspire, l'aérosol va dans les poumons. Mais qui dit inspirer dit forcément une phase expiratoire. Et lorsque le patient expire, il se dégage dans l'environnement un aérosol, un nuage de particules qui s'appelle un aérosol fugitif. Cet aérosol fugitif, il est composé d'une phase par deux phases. Une partie de l'aérosol médical lors de l'expiration. Dans la majorité des nébuliseurs, la nébulisation du médicament se fait toujours. Donc, quand le patient expire, hop, le médicament est nébulisé et il va dans l'environnement. La deuxième phase de cet aérosol, c'est le bioaérosol, qui est expiré directement par le patient. Et ça crée les deux, l'aérosol fugitif. Mais donc maintenant, il y a quand même plusieurs questions sur le sujet. Si jamais le nébuliseur est contaminé, on a vu tout à l'heure que ça engendrait un aérosol contaminé, mais est-ce que ça va contaminer l'environnement? Est-ce que ça va contaminer l'aérosol fugitif? De même, si le patient est contaminé, est-ce que le bioaérosol va être contaminé et contaminer l'environnement? Eh bien, sur le sujet, la littérature est quand même beaucoup moins dense que sur la première partie, et on a peu de réponses, et c'est dommage parce que l'aérosol fugitif, les particules qui sont libérées dans l'environnement, eh bien, se déplacent pas mal. On voit sur ces graphiques de cette étude de 2009, l'équipe de UI a voulu évaluer la dispersion des particules dans l'environnement lors d'une nébulisation. Et alors, on voit sur la première image, il simule donc une nébulisation sur des poumons sains, et on peut voir qu'on retrouve une concentration non négligeable de particules jusqu'à 45 cm de la bouche du patient. C'est intéressant de voir que lorsque
on fait une nébulisation sur des poumons avec une atteinte plus grande, atteinte modérée ou même atteinte sévère, eh bien, les particules émises dans l'environnement se déplacent encore plus, atteignent jusqu'à 54 cm, voire même dépassent les 80 cm pour une atteinte sévère. Et donc, cette dispersion est corrélée à la gravité de l'atteinte du poumon, probablement parce que détresse respiratoire, augmentation de la fréquence respiratoire et tout ça. Et donc, on imagine bien que si on réalise une nébulisation chez un patient qui est contaminé et qui émet dans l'environnement ces particules potentiellement contaminées, on ne sait pas, eh bien, la potentielle contamination peut se déplacer loin et pourrait éventuellement contaminer un soignant. Et en fait, je vous disais qu'on avait peu de littérature sur le sujet, mais on a quand même de la littérature ancienne parce que la contamination du soignant par la nébulisation, on en parlait déjà en 1992, où on s'est intéressé au risque de contamination des soignants lors de nébulisation de pentamidine, qui est un médicament qui est quand même assez dangereux et qu'on ne prend pas à la légère, qui peut même être tératogène. Et donc, ils ont, dans cette étude, effectué des prélèvements d'urine chez 5 infirmières responsables de nébulisation de pentamidine, et ils ont retrouvé des urines fortement positives à la pentamidine chez au moins 4 de ces 5 infirmières, montrant qu'elles avaient été donc exposées à cet aérosol fugitif, qui on le sait est composé en partie d'aérosol médical, ce qui explique pourquoi elles ont été contaminées. Maintenant, de savoir si un patient contaminé peut, via la nébulisation, contaminer un soignant, eh bien, il y a un petit peu de littérature, mais il n'y a rien de vraiment transcendant. On retrouve en tout cas 2 revues de littérature sur le sujet. Une première qui date de 2011, où ils se sont surtout intéressés à la transmission du SARS aux soignants par la nébulisation. 3 études incluses, 2 avec un odds ratio supérieur à 1, montrant donc un risque avéré théoriquement de contamination des soignants via la nébulisation, et une avec un odds ratio inférieur à 1, qui montre pour lui une absence de risque de contamination des soignants par la nébulisation. 10 ans plus tard, une étude tout à fait similaire, mais avec un peu plus de pathogènes. 7 études ont été incluses, 5 seulement dans la méta-analyse, et sur les 5, 2 ont un odds ratio supérieur à 1 avec une significativité statistique, laissant penser qu'il y avait un risque de transfert ou de contamination des soignants par la nébulisation, mais les 3 autres ne faisaient pas de lien statistiquement significatif. Donc, on est un peu dans le flou, surtout parce qu'en fait, ces 2 revues de littérature n'ont pas pu conclure parce que les études qui étaient incluses étaient toutes de faible qualité méthodologique avec un fort risque de biais, donc ils n'étaient pas à même de conclure sur cette question. Et donc, on ne sait pas à ce moment-là s'il y a un risque de contamination des soignants via la nébulisation, et c'est bien dommage parce que c'est le moment où arrive le Covid, dont le responsable est le SARS-CoV-2, qui, on le sait, est aéroporté. Et en fait, à ce moment-là, on ne savait pas s'il y avait un risque de faire des nébulisations chez ces patients. Et donc, la majorité des collèges et des sociétés savantes dans le domaine ont recommandé quand même pour la prudence de considérer l'aérosol thérapie comme un risque chez ces patients, de l'éviter lorsque c'était possible, de préférer un aérosol doseur ou un nébuliseur à tamis, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, et dans tous les cas, de mettre en place des mesures de prévention pour protéger les soignants. Le groupe aérosol thérapie de la SPLF avait émis en 2020, pareil, des recommandations qui allaient dans le même sens pour dire en tout cas, prévenir un danger potentiel. Si jamais un nébuliseur est contaminé par le Covid, que se passe-t-il? Eh bien, c'est l'équipe de Patton qui a répondu tout récemment. Ils ont volontairement contaminé 6 nébuliseurs différents, donc vous avez les noms ici. Ils ont contaminé les nébuliseurs et ils ont réalisé une nébulisation in vitro, donc au laboratoire, en circuit fermé. Donc là, le nébuliseur contaminé, on allume le mécanisme, l'aérosol est généré et il passe dans le tube avec un système d'aspiration. Et il est ici prélevé pour analyse. Et on peut voir que les 6 nébuliseurs contaminés ont tous généré des aérosols contaminés au SARS-CoV-2. Donc, ça voudrait dire que si un patient utilise un nébuliseur qui est contaminé par le SARS-CoV-2, alors ça va générer dans l'environnement un aérosol contaminé. Donc, danger potentiel. Mais est-ce qu'on est sûr que lorsqu'un patient Covid utilise un nébuliseur, est-ce qu'il va forcément le contaminer? Pas sûr. Du coup, au Clinique Saint-Luc,
on s'est posé la question et on a réalisé une étude. On a récupéré 10 nébuliseurs qui avaient été utilisés par 10 patients positifs au Covid, hospitalisés pour ça, avec des charges virales de modérées à importantes. Et on a fait des prélèvements dans la cuve de nébulisation après que le patient s'en soit servi, évidemment, pour déterminer si le patient avait contaminé la cuve de nébulisation ou pas. Et bien, sur les 10 nébuliseurs, aucune contamination de chambre de nébulisation, ce qui était bon signe. Donc, ça nous laissait penser que les patients ne contaminaient pas le nébuliseur pendant l'utilisation. Donc, on le disait, l'aérosol fugitif est composé de l'aérosol médical et du bioaérosol. L'aérosol médical, apparemment chez le Covid, est assez clean. Par contre, le patient est toujours positif au Covid et dans l'expiration, il y a une partie de son bioaérosol qui se dégage et il est possible que celui-ci soit contaminé. Donc, on a souhaité y répondre. On a fait une deuxième étude, toujours au clinique Saint-Luc. Cette fois-ci, on a inclus 10 sujets positifs au Covid. On leur a fait faire une nébulisation et pendant la nébulisation, nous avons aspiré l'aérosol fugitif qui se dégageait dans l'environnement. On l'a aspiré et on a pu en faire un échantillon et le tester pour le SARS-CoV-2. Nous avons également fait un prélèvement dans la chambre de nébulisation après la nébulisation pour confirmer nos dires de l'étude précédente et voir si les patients ne contaminaient toujours pas la chambre de nébulisation. Et alors, sur ces 10 sujets, eh bien, on n'avait aucune contamination de la chambre de nébulisation. Donc, ça confirmait ce qu'on avait dit avant. Le patient, en utilisant le nébuliseur, ne contamine pas le nébuliseur. Par contre, on avait, dans plusieurs cas, l'aérosol fugitif, donc, qui est libéré dans l'environnement, contaminé. Donc, vu qu'il n'était pas contaminé par la chambre de nébulisation, c'est le bioaérosol expiré par le patient qui contaminait l'aérosol fugitif et donc qui contaminait l'environnement. Donc, oui, on le sait aujourd'hui que réaliser une nébulisation chez un patient Covid est potentiellement contaminante pour l'environnement et pour les gens qui sont autour. Donc, vous noterez que je n'ai pas mis de référence en bas à droite de cette diapo pour cette étude parce que c'est une expérimentation qu'on a finie récemment et l'écriture est en cours et donc pas encore publiée. Et donc, si on sait que il y a un risque de contamination lors de la nébulisation chez les patients positifs au Covid, et ben on se dit qu'en fait c'est peut-être le cas pour d'autres patients. Le patient hospitalisé pour une pneumonie bactérienne qui ont fait des nébulisations sans forcément prendre de précautions, peut-être qu'on nébulise dans l'environnement sans pathogène. Pareil pour les enfants atteints de bronchiolite, peut-être qu'on participe à l'épidémie de bronchiolite par la nébulisation. Ce sont en tout cas des patients qui en réalisent fréquemment des nébulisations sans trop prendre de précautions et en tout cas il y a un risque potentiel. En tout cas, il faut se poser la question, je pense, aujourd'hui. Dans tous les cas, au moins pour les nébulisations chez le Covid, au vu de ce qu'on a trouvé, il faut continuer à utiliser des équipements de protection individuelle avec une protection des voies respiratoires avec un masque FFP2 au moins, des visières et des surblouses, tout ça. Il est toujours préférable d'utiliser une chambre à pression négative pour dégager l'aérosol qui est émis dans l'environnement. Si vous êtes à domicile, vous n'avez pas de chambre à pression négative, mais ouvrez la fenêtre, ça sera déjà pas mal et ça marche pas mal d'après les études. On peut utiliser, nous on l'a fait, ce genre de nébuliseur avec un sens de déplacement unidirectionnel du flux dans le nébuliseur. Ici, en fait, grâce à un jeu de valves unidirectionnelles, l'air n'aura pas le choix. Quand le patient va inspirer, l'air ne pourra rentrer que par cette extrémité. Il passera au-dessus de la cuve de nébulisation pour emporter l'aérosol généré. Le patient pourra inspirer, expirer, et à ce moment-là, grâce à une valve unidirectionnelle, le patient, l'air expiré ne pourra pas revenir en arrière et contaminer le nébuliseur ou sortir. L'air expiré sera obligé de sortir par cette fuite expiratoire qui est contrôlée par un filtre. Et donc, l'expiration ne sera pas contaminée vu que le SARS-CoV-2 aura été arrêté par le filtre. Une autre recommandation que l'on peut faire, c'est l'utilisation d'un nébuliseur à membrane vibrante, en tout cas combiné avec un filtre, car on le sait maintenant, les nébuliseurs à membrane vibrante émettent moins de particules dans l'environnement que les nébuliseurs à air comprimé. C'est ce que nous montre ce graphique de l'équipe de Magras et collaborateurs en 2019. Ils se sont intéressés à la concentration des particules dans l'environnement autour du nébuliseur. Et ils ont fait ça avec différentes modalités, différents nébuliseurs, différentes interfaces, avec ou sans filtre sur la fuite expiratoire. Les deux courbes les plus hautes, qui sont ici et ici, en orange et en jaune, donc ce sont les deux combinaisons qui émettent le plus de particules dans l'environnement. C'est à chaque fois avec un nébuliseur à air comprimé. Et la courbe la plus haute, la orange,
donc qui émet le plus de particules dans l'environnement, c'est la combinaison nébuliseur à air comprimé avec un masque facial. Et ici, en jaune, nébuliseur à air comprimé avec un embout buccal. Les deux courbes en dessous, bleu et gris, c'est un nébuliseur à membrane vibrante. Bleu, membrane vibrante et masque facial. Gris, membrane vibrante et embout buccal. Donc ça nous confirme que dans tous les cas, un nébuliseur à air comprimé émettra plus de particules dans l'environnement qu'un nébuliseur à membrane vibrante, et qu'un nébuliseur égal, un masque facial émettra plus de particules dans l'environnement qu'un embout buccal. Enfin, sans surprise, les deux courbes qui sont en bas, qui n'émettent quasiment pas de particules, c'est avec l'ajout d'un filtre sur la fuite expiratoire. Si on ajoute un filtre sur la fuite expiratoire, l'expiration est filtrée et donc très peu de particules passent dans l'environnement, bien qu'on voit ici que en vert, que malgré le filtre expiratoire, le nébuliseur à air comprimé émet quand même un petit peu de particules dans l'environnement. Mais bon, on est quand même très loin de ce qui est émis sans filtre. Voilà donc pour cette partie. En conclusion, je pense que ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que la nébulisation est une source potentielle d'infection et qu'elle ne doit pas être banalisée, ce qu'elle est un petit peu trop souvent des fois. Le kiné a tout son rôle, toute sa place dans la prévention de ces risques, en apprenant aux patients les règles sanitaires, l'intérêt de nettoyer le nébuliseur, comment le faire pour limiter les risques, aux patients, à leur famille, leur entourage, mais également aux autres thérapeutes, je pense, qui gravitent autour de ces patients et de la nébulisation. C'est le rôle du kiné de mettre en place et rappeler qu'il faut mettre en place des précautions pour les soignants lorsque c'est nécessaire, notamment pour la nébulisation chez les patients Covid, et de s'assurer que cette technique, qui est quand même une technique formidable, qui permet d'aller traiter directement dans les poumons, s'assurer qu'elle est mise en place dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Tu remets un petit peu en question les pratiques qui peuvent être parfois routinières, et donc ça c'est quand même très intéressant. Je voudrais quand même aller un peu plus loin dans ta réflexion, puisqu'en fait tu disais en fait dans le rinçage, dans le séchage, c'est quand même très compliqué. Et puis en fait tu disais comme alternative qu'on pouvait utiliser le séchage à l'air comprimé. C'est correct? À l'air comprimé, non? Non, j'avais pas compris ça. Tu disais séchage à l'air, donc c'est quoi alors? C'est séchage à l'air, c'est juste déposer sur les parties sur une serviette propre. Ah ok, c'est ça, sur une serviette propre. Ok, très bien. Super. Et en fait, quand tu parlais de tout le processus de lavage et de désinfection, après chaque usage, il me semble que c'était du coup des recommandations issues du monde de la mucoviscidose. Ouais. Ça, c'est juste. Du coup, est-ce que ça s'applique aussi pour des patients qui, quand même, ont moins de risques, en tout cas, d'être colonisés comme le sont les patients mucoviscidoses? Je pense vraiment, en fait, à la plupart de nos patients qui sont hospitalisés pour des causes diverses, qui soient en médecine interne, qui soient en orthopédie, qui soient... Est-ce qu'on doit, en fait, avoir les mêmes précautions? Parce qu'en fait, derrière cette question-là, il y a quand même l'aspect pratique des choses. C'est vrai que tout ce que tu racontes, en fait, ça finalement, on a presque envie de te dire, ça relève du bon sens, mais en fait, en pratique, c'est quand même très compliqué de faire ça pour tous les patients en toutes circonstances. Donc voilà un petit peu, il y a une question mais avec une sous-question derrière. C'est est-ce qu'il faut avoir les mêmes précautions que ce que tu as présenté qui s'appliquent chez les patients mucoviscidoses pour tous les patients? Et du coup, pragmatiquement, comment est-ce qu'en fait toi tu envisages les choses? Comment tu le fais aux cliniques Salup? Eh bien, dans la littérature, alors déjà les guidelines, même pour les mucos, ne disent pas toutes de désinfecter à chaque fois. Elles disent de laver à chaque fois, mais elles disent pas de désinfecter à chaque fois. C'est vraiment que la littérature assez récente qui recommande de désinfecter à chaque fois. Et je peux trouver vraiment de guidelines pour d'autres patients, mais on ne recommande jamais de désinfecter à chaque fois. On recommande en général de laver à chaque fois et de désinfecter une fois par jour. Donc laver Ça, à l'eau savonneuse et puis rincer à l'eau stérile comme tu l'as dit, laisser sécher. voilà. Mais ça, c'est quand même déjà en fait en soi lourd parce que qui sont les autres patients, les patients, beaucoup de patients BPCO ou ce genre de patients. Et on l'a vu, c'est des patients qui font très mal le lavage parce que ils en parlent dans l'étude dont je parlais au début. C'est des patients qui sont souvent âgés, qui ont souvent de multiples comorbidités et qui comprennent pas forcément toujours l'intérêt, qui n'ont pas toujours forcément la tête pour le faire, les habitudes. Et donc, c'est des patients qui prennent en soin, enfin, qui font très peu d'entretien de leur nébuliseur. Et donc, il faudrait un relais par les soignants, c'est vrai,
Mais bon, on sait bien que les soignants sont quand même assez débordés, ils peuvent pas laver à chaque fois le nébuliseur. Ça serait peut-être une solution pour entretenir au mieux le nébuliseur. Après, est-ce que c'est vraiment indispensable de le laver à chaque fois, en tout cas pour ces patients? Je ne parle pas des patients en mucoviscidose, je ne parle pas des patients immunodéprimés, chez qui je pense que c'est important de vraiment suivre les guidelines. Oui, Pour tout à ces autres fait. patients qui sont moins à risque, est-ce qu'on prend vraiment un risque en disant on lave et on désinfecte une fois par jour? Je suis même pas sûr que ça sera bien fait en pratique, mais est-ce que c'est pas déjà ça? Ou au moins le laver une fois par jour? Parce que la Donc, désinfection, ça demande du matériel, mais au moins le laver une fois par jour. donc toi maintenant, avec tes connaissances, une fois par jour, tu prends tous les aérosols et tu les laves. Ça serait pas mal, mais après on ne sait pas vraiment s'il y a vraiment un risque, tu vois, de contamination des gens, quoi. Non, non, mais Donc, je veux dire, avec tes connaissances, avec tout ce que tu penses, est-ce que toi, tu arrives à mettre ça au quotidien, de manière journalière, chez les patients que tu vas voir? Voilà, tu vas avoir un patient BPCO, tu as un patient asthmatique, tu as un patient, et du coup, sachant ce que tu sais, même avec comme tu le dis, on ne le sait pas, mais du coup, c'est dans les deux sens. On ne sait pas si ça ne fait rien, mais on sait peut-être pas non plus si ça désinfecte réellement. Est-ce que toi, dans la pratique, tu fais tous les jours au moins un cycle de désinfection, ou tu arrives pas? bah, moi, dans ma pratique, je le fais pas, mais je pense qu'il faut déjà jauger les patients. Les patients qui vont pouvoir le faire seuls, il faut leur apprendre, et comme ça, ils le font seuls. Après, les patients qui le feront jamais seuls, oui, je pense qu'il faut le faire pour eux, quoi. Une fois par jour, laver, ou alors juste peut-être on met dans le. Ça peut être rapide, quoi. On prend un bocal qui est toujours là, il y a l'eau, le savon à côté, on met tout dedans, et puis on repasse une demi-heure après, on met vite dans l'eau stérile et on pose sur de la serviette à côté. J'ai une question de Yann Combray qui propose une autre fausse bonne idée, qui veut ton avis, à propos de la désinfection par micro-ondes. Oui, Est-ce que ça existe ça existe. C'est vrai que je n'ai pas parlé. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as lu par rapport à cela? C'est efficace, c'est très efficace. Donc ça nécessite de détacher le nébuliseur en pièces détachées, de l'immerger dans l'eau et de le passer au micro-ondes au moins 5 minutes. Donc c'est une technique qui est efficace. Par contre, ça ne marche pas avec tous les nébuliseurs, il faut bien voir sur les notices, parce qu'il y a évidemment des nébuliseurs avec des parties qui ne doivent pas passer au micro-ondes, il y a des nébuliseurs avec des parties métalliques qu'il ne faut surtout pas passer au micro-ondes, éviter un drame domestique, et ça ne règle pas le problème du séchage. Si on désinfecte comme ça, il est bien désinfecté, on le sort, eh bien il faudra alors soit le rincer à l'eau stérile, soit on l'a fait chauffer dans l'eau stérile. Non, pardon, je dis bêtise, on l'a désinfecté dans l'eau. Donc il est propre, l'eau est propre, on le sort, il faut quand même le sécher. Donc il faut quand même le faire sécher allez, à l'air, ce qui n'est pas l'idéal, mais c'est quand même très efficace. Le plastique ne craint rien? Le plastique ne craint rien, ça dépend des nébuliseurs, il faut regarder la notice. Apparemment, il y a quand même pas mal de nébuliseurs pour lesquels il ne faut pas le faire, et ça risque d'endommager le système. Une question de Yann, si tu n'as pas eu la réponse à ta question, ou si n'hésite pas à commenter pour que je la reporte davantage. Une question de Christine Corrier qui demande à propos des filtres sur les aérosols, si ça doit être changé quotidiennement ou pas. Et c'est vrai que ça, tu as parlé de l'Isoneb notamment, enfin en tout cas on l'a reconnu. C'est vrai que on a envie de se dire excellente idée, sauf que de nouveau pragmatiquement ça coûte cher. Oui. Donc en période Covid, on se dit quand même que si on doit le changer à chaque utilisation, ou on va dire restons conservatifs une fois par jour, ça commence à vite devenir cher. En plus, c'est vrai que en fait tu l'as présenté comme chez les patients HIV, on l'utilise une fois et puis normalement c'est jeté. L'Isoneb est censé être à usage unique. Donc, comment est-ce que, effectivement, de nouveau, on l'implémente ça dans une pratique clinique? Donc, pour reprendre la question de Christine, c'est, OK, si on le garde, est-ce qu'on doit changer le filtre à chaque utilisation ou quotidiennement? Et donc, sinon, si on ne le garde pas, quel est ton avis par rapport à cela? Finalement, est-ce qu'on prend pas un surrisque en gardant un même aérosol avec un filtre et des valves qui sont censés être utilisés qu'une seule fois pour des patients Covid, et du coup faire peser très très cher le prix d'une hospitalisation, par exemple? Oui, mais c'est vrai que l'utilisation de ces nébuliseurs que je montrais à la fin là de l'Isoneb, ça a un coût, hein, parce que c'est pas le même coût que le bête Ouais. nébuliseur jetable.
Et alors, je n'aurais pas la réponse exacte. J'avoue, je ne sais pas tous les combien il faut changer. Il me semble de souvenir que c'est peut-être tous les 48 heures. En tout cas, sur les respi aux soins, il me semble que c'est ça. Après, déjà, normalement, sur un isoneb, si on utilise l'isoneb chez un patient Covid, le mieux, c'est de mettre un filtre EPA, les filtres jaunes, qui sont les plus à même de filtrer le Covid. Donc, c'est déjà encore au-dessus un prix. Je ne sais pas à quel point les filtres perdent en efficacité et les balles d'ailleurs, je ne sais pas à quel point ça perd en efficacité avec le temps. Je ne sais même pas si ça a été étudié, mais c'est une bonne question, mais sur laquelle il n'y a pas de réponse. En tout cas, on peut croire que c'est difficile de désinfecter correctement ces petits filtres, Oui. ces petites valves unidirectionnelles, d'éviter qu'il n'y a pas de goutte d'eau à la fin dans le processus de séchage, qui reste pas, qui s'insinue pas, tu sais. Oui, l'humidité qui va venir se mettre entre la valve et le plastique, Ouais. là. Donc, en dehors de l'efficacité, on peut quand même croire que le processus de désinfection soit moins efficace que pour un nébuliseur classique. C'est ça. Ou alors, il faut utiliser une désinfection à UV, ce qui a eu un petit peu la cote à certains endroits, mais peut-être un petit peu dépensier pour un nébuliseur, même s'il coûte 15 €, quoi. Ok. Mais merci, je pense que ça répond à la question de Christine. Spectateur anonyme qui demande si jamais tu as des idées qui existent de petits livrets, de matériel éducatif disponible en français, que tu pourrais peut-être après répondre dans le chat avec un lien, ou si tu l'as maintenant, tu peux le communiquer. Je n'ai pas de petits livrets, c'est vrai que je les ai pas récupérés, mais sur la... Ah, mais c'est pas en français, c'est en anglais. Mais en fait, j'ai cherché un petit peu en français et j'ai été un peu déçu. J'ai pas trouvé D'accord. normalement, j'ai pas cherché beaucoup sur ça, et j'ai trouvé plein sur la Statistic Fabulous Foundation, et même les vidéos que je vous montre sont toutes en anglais. Donc en français, j'ai rien, mais je pense que ça doit se trouver. Si vous voulez, je regarderai, je vous enverrai ça. Ok. Alors, j'ai une question de quelqu'un qui travaille dans la mucose, qui est de nouveau Yann, qui pose la question plutôt liée. Ça reste toujours un petit peu avec cette notion de, ok, en pratique, la mucose, c'est vrai que c'est un monde où en fait le temps de traitement, il est déjà très important pour le patient. Et du coup, comment est-ce qu'en fait tu envisages l'aisance ou la difficulté d'implémenter en fait toutes ces recommandations qui sont finalement assez chronophages à mettre en place au quotidien. Est-ce que donc on voit bien qu'il y a des recommandations, on voit bien qu'est-ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'il y a des recommandations qui disent comment on implémente ça dans la pratique clinique pour que ça se fasse de manière que ce soit acceptable simplement pour le patient? Est-ce qu'il y a des stratégies par rapport à cela? Eh bien, une des études dont je parlais, la Zuana en 2014, ils ont évalué l'efficacité d'une éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, pas juste dire aux patients oui, oui, c'est bien, il faut le faire, c'est important, voilà comment on le fait et partir. Vraiment, avec un support écrit, un support oral, des séances d'accompagnement, répéter l'explication. Ils ont montré que, en fait, juste ne rien dire aux patients ou juste leur dire il faut le faire comme ça, amener plus de contamination qu'une vraie série de séances d'éducation thérapeutique pour s'assurer que les patients aient compris l'intérêt, compris le risque auquel ils s'exposent si jamais ils le font pas ou s'ils le font mal, et trouver les petites combines et les petites solutions pour rendre ça un peu moins compliqué. Dans la revue de Bell, là, ce qu'il disait, en fait, c'est aussi pour ça, il faut essayer de limiter le temps. Plus on fera un protocole court, plus le patient sera enclin à le faire, quoi. Et donc, si on se contente de laver dans la bassine avec de l'eau et du savon, ça prend 3-4 minutes. On rince vite fait et on le jette dans le stérilisateur vapeur et qu'on appuie sur le bouton. Mais au final, ça fait quelque chose qui est long, qui est lourd, mais qui est peut-être moins long et lourd que si on doit laisser tremper 30 minutes dans le produit chimique et après rincer avec la bouteille d'eau stérile. Sauf que souvent, on n'a pas d'eau stérile. Donc, pour faire de l'eau stérile, on fait bouillir de l'eau 5 minutes et après, il faut faire sécher bien séparément. Ça prend beaucoup plus de temps. Et au final, ce système de désinfection au stérilisateur vapeur, ça fait gagner du temps, ça fait gagner en sécurité parce que c'est très efficace. Ça évite d'avoir à stocker le nébuliseur après parce qu'il faut penser à aller le chercher une fois qu'il a été séché, pas le laisser au milieu, le mettre dans une petite boîte. Même ces boîtes sont souvent contaminées. Donc au final, j'avoue que le truc du stérilisateur vapeur, ça, je pense, doit faire gagner pas mal de temps et donc d'adhésion des patients, quoi.
Mais du coup, une autre me vient quand tu parles des stérilisateurs. Est-ce qu'on peut envisager d'acheter un grand stérilisateur et puis de prendre les 10 nébuliseurs de la chambre, des 10 chambres des patients et puis les mettre tous ensemble, pouf, on lance un processus de désinfection, de stérilisation. Est-ce que c'est envisageable ou pas? Dans l'absolu, je dirais oui, parce que une fois que c'est stérilisé, c'est stérilisé. Après, il faudrait pas faire ça avec un stérilisateur à biberon, parce que c'est bien écrit dans les études que ça fonctionne, on est sûr que ça fonctionne, mais c'est pas fait pour non plus, quoi. Donc pour utiliser un gros truc comme ça dans un service hospitalier, ça me paraît, tu vois, passer outre l'utilité de base de l'appareil, quoi. Parce que théoriquement, une fois que c'est stérilisé, mais faudrait pas venir à échanger deux embouts buccales, même si c'est stérile, c'est quand même, c'est pas une stérilisation à l'autoclave, quoi. C'est pas une Ok. stérilisation d'objets chirurgicaux non plus. Donc c'est pas 100% sûr. Je pense pas qu'il y ait de réponse dans la littérature, mais je serais pas très enclin à faire ça. Ceci dit, un stérilisateur à la peur type bébé, ça coûte pas très cher. Ça peut coûter une cinquantaine d'euros. Et on le disait, c'est peut-être pas nécessaire de l'avoir pour tout type de patient, mais je pense que pour quelques patients mucos ou quelques patients immunodéprimés, ça peut avoir son intérêt quand même. C'est vrai, par exemple, on peut avoir aussi des patients en oncologie qui sont sous Ouais, chimio, etc., chez qui on pourrait en tout cas plus s'inquiéter. ouais, c'est Donc vrai. c'est vrai que ça pourrait être intéressant dans certains endroits. Mais c'est vrai que oui, donc il faut les laver. Et puis c'est vrai que je parlais du stockage, mais c'est vrai qu'à l'hôpital, on voit très souvent les nébuliseurs traîner un peu suspendus ou posés sur la table là. Et en fait, ça c'est une erreur aussi, quoi. Faudrait pas les Mhm. laisser traîner au contact de tout et n'importe quoi. Et justement, c'est une nouvelle question de Christine qui demande, après avoir lavé, désinfecté, séché, pourquoi laisser à l'air libre où il peut se recontaminer? Donc peut-être que tu peux réexpliquer. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu à un moment donné un message un peu contradictoire. Tu as parlé à un moment donné de sachet fermé, donc est-ce que tu pourrais un petit peu commenter Et, cela? eh bien, en fait, il faut. Alors, l'idéal, ça serait. Euh, donc, si on part du principe qu'on fait la désinfection chimique et que donc il est mouillé, on l'a rincé, on le laisse sécher. Et l'idéal, ça serait de pas le laisser trop longtemps en l'air libre, parce qu'à l'air libre, il risquerait de se recontaminer. Donc, il faudrait le ranger. Mais si on le range alors qu'il est encore un petit peu humide, l'humidité va s'entretenir et faire un terrain très fertile pour les pathogènes. Donc, il faudrait le ranger en étant sûr et certain qu'il est bien sec. Et le ranger, ou il faudrait le ranger dans un endroit qui soit propre. Souvent, les patients, enfin, pas souvent, mais ça arrive assez souvent que les patients aient des boîtes réutilisables qui gardent toujours propre pour être sûr que c'est bien propre. Ils ont fait une étude dans laquelle les patients étaient sûrs que leur boîte était propre. 80% de ces boîtes étaient contaminées. Mhm. On s'est embêté à désinfecter le nébuliseur et qu'au final la boîte est contaminée. C'est un peu dommage, quoi. Mais est-ce que tu as l'impression que, enfin, pour moi, j'utilise un autre appareil, mais rien à voir avec l'aérosol, mais en fait, je peux l'utiliser le matin, le soir, il est encore humide, quoi. Alors que c'est un C'est vrai. appareil assez simple. Donc en fait, comment on gère ça? Est-ce que tu sépares bien tous Ouais, les... oui, oui. Non. C'est un appareil de rinçage nasal. Ah, je suis étonné. Donc il reste Euh, toujours un petit peu de 3 gouttes d'eau. Bon, après, je mets pas le chauffage à 40 degrés, mais peut-être que tu devrais. peut-être que je devrais. Euh, Mais c'est vrai. Mais en fait, du coup, le parallèle à cela, c'est que, ben, en fait, quand je faisais sans doute mal, hein, comme tu l'as expliqué, je fais le matin, puis l'après-midi, bah, il y a quand même encore 1 ou 2 gouttes d'eau, quoi. Enfin, c'est sûr qu'il n'est pas complètement sec. En tout cas, il faut plus de 4 heures, quoi. alors, Dans oui, ma pratique. il faut sûrement plus de 4 heures. Je dirais, oui, je crois que je viens en tête entre genre 4 à 6 heures. Après, dans les guidelines, ils disent, dans la Cystic Fibrosis Foundation, ils disent, c'est mieux de s'assurer qu'il soit bien sec avant de réutiliser. Si c'est pas le cas, si le nébuliseur a été séché sur une surface propre, euh, dans un endroit, les pas de grand passage, quoi, ils disent, il n'y a pas vraiment de risque à le réutiliser encore un peu humide, quoi. Mais il est préférable quand même d'attendre qu'il sèche complètement. Voilà. À un moment, vous avez cité les lingettes alcooliques. Dans quel cas on peut utiliser Les les... lingettes alcooliques, j'en ai Ouais. parlé dans les nébuliseurs jetables parce que c'est des nébuliseurs. Alors ils sont jetables, mais moi je pensais qu'on les jetait théoriquement à chaque fois. Non, on peut les garder jusqu'à 24 à 72 heures et il faut les rincer à l'eau stérile. Et là que j'ai parlé de lingettes désinfectantes pour nettoyer l'embout buccal ou le masque, parce que ce sont des nébuliseurs qu'on ne peut pas désinfecter, en tout cas pas avec des sources de chaleur et pas avec la majorité des produits chimiques. Et donc, il faut quand même désinfecter l'embout buccal ou le masque, et c'est pour ça que ils ont recommandé, je pense, l'utilisation
on injecte d'alcool. Une dernière question à propos donc des recommandations. Est-ce que celle-ci, donc c'est vrai que c'est une bonne question. Tu as parlé des recommandations donc issues peut-être plus du monde hospitalier, ou c'est aussi, ça s'applique aussi pour le monde à domicile. Donc là, en l'occurrence, la question qui se pose, c'est est-ce que ça peut s'appliquer pour un kinésithérapeute en domicile? Ça s'applique pour le domicile aussi. Oui. Ok. Stérilisateur biberon pour BPCO ou Covid long par exemple. Oui. Du coup, la réponse est oui. Oui. Stérilisateur à domicile, j'en parlais avec mes collègues qui s'occupent de patients mucaux et qui me disaient que quasiment tous les patients mucaux dont ils s'occupaient avaient des stérilisateurs bébés à domicile pour les nébuliseurs. Okay. Dernière question. A-t-il des études afin d'éviter les gaspillages de nébuliseurs jetables? Oui, celle qui disait qu'on peut les utiliser jusqu'à 24 ou 72 heures. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, ces études disent qu'on peut les utiliser jusqu'à 24 ou 72 heures sans risque. Je crois qu'il n'y a pas d'étude qui a essayé au-delà. C'est vrai qu'en pratique, en fait, c'est assez souvent utilisé bien au-delà de 24 ou 72 heures. Je pense qu'il y a des patients qui sont hospitalisés des semaines qui gardent le même nébuliseur. C'est peut-être une mauvaise idée d'aller dans cet extrême-là. Mais bon, il n'y a pas d'étude au-delà de 72 heures, donc je peux rien confirmer, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un très grand risque si on continue à faire ce qu'ils disent, de rincer ou même de nettoyer avec une lingette d'alcool. Je suis pas sûr qu'il y ait un risque énorme tant qu'on n'est pas sur des patients fragiles. Au nom de Kinésithérapie Respiratoire, je te remercie encore beaucoup. Et puis, j'en profite au passage aussi pour remercier la Société de pneumologie de langue française qui nous permet d'ôter ce genre d'événement, et en particulier Monsieur Tremel qui nous aide dans la logistique de cet événement. Et encore merci à tous les participants d'être venus et d'avoir assisté à cette présentation de Christophe. Encore merci à toi Christophe et à très bientôt pour notre prochaine activité. À bientôt.